Good morning. Bonjour, membres du comité. J'ouvre cette séance du comité permanent des banques et du commerce. Nous reprenons aujourd'hui notre étude spéciale sur l'utilisation de la monnaie numérique, y compris ses risques, menaces et avantages. Nous en sommes toujours aux premières étapes de notre comité. Or, nous avons déjà entendu des témoins du ministère des Finances et de la Banque du Canada, ainsi que d'universitaires spécialisés dans l'histoire de la monnaie et de la cryptographie. Le comité a également entendu des témoins de Bitcoin Strategy Group et Bitcoin Exchange CA. Et nous avons également pu obtenir une démonstration de Bitcoin. Et je dois vous dire, à des fins de transparence, que j'ai acheté un Bitcoin, ou plutôt 0,18 Bitcoin à $100. Donc, à $100, vous obtiendrez 1,18 Bitcoin. Et aujourd'hui, d'après CA Vertex, à 9h35 du matin, mon 0,18 Bitcoin se vendait à 124,56 $, ce qui représente un gain non réalisé de 24,56 $. Alors, il fallait que je divulgue dans l'intérêt de la transparence, car aujourd'hui, nous accueillons deux témoins de l'Agence de revenus du Canada. Donc, non seulement ai-je révélé ce gain, mais j'ai également précisé que c'est un gain non réalisé. C'est un plaisir que de vous avoir parmi nous, même si ce n'est pas tout le monde qui aime passer son temps en compagnie de représentants de Revenu Canada. Mais en tout cas, c'est mon cas. C'est un plaisir de vous présenter Eliza Erskine, directrice, division des entreprises et du revenu d'emploi, et Michael Cook, gestionnaire, section du revenu d'entreprise et des transactions en capital, division des entreprises et du revenu d'emploi. Madame Erskine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, membre du comité. Nous vous remercions de pouvoir contribuer aux présentes délibérations sur les enjeux politiques et réglementaires entourant la monnaie numérique. Vous nous avez demandé de décrire la façon dont l'Agence du revenu du Canada perçoit la monnaie numérique. Que mon collègue et moi travaillons dans le secteur technique et politique de l'ARC. Bien que mon survol de ce matin aborde la taxe sur les produits et services et, très brièvement, les questions en matière d'observation, l'ARC est toujours en train d'examiner des enjeux relatifs à ces domaines. Par conséquent, les renseignements que nous avons à partager ce matin seront plutôt limités. Comme les témoins précédents l'ont indiqué, la recherche dans ce domaine est toujours en cours. To date, à ce jour, la plupart des questions que l'ARC a reçues de la part des médias et des contribuables ont eu trait à des questions touchant l'impôt sur le revenu, quoique les demandes de renseignements concernant de plus en plus le secteur de la TPS et comprennent des renvois internes de la vérification. Durant la dernière année, les médias ont souvent demandé à l'ARC son opinion sur la monnaie numérique et son traitement fiscal. La plupart de ces demandes avaient trait au Bitcoin, lesquels constituent actuellement, comme d'autres vous l'ont dit, la monnaie numérique convertible et décentralisée la mieux connue. Comme vous avez pu en discuter avec d'autres témoins au cours des présentes délibérations, ces monnaies numériques peuvent être converties directement en monnaie à cours forcé, comme des dollars canadiens. Elles sont généralement celles qui intéressent le plus ceux chargés de la réglementation, étant donné cette grande ressemblance avec la monnaie à cours forcé. Les premières questions qu'a reçues l'ARC pendant le printemps et l'été de 2013 furent du genre « L'ARC considère-t-elle les bitcoins comme une monnaie étrangère? Et les transactions conclues avec des bitcoins sont-elles assujetties à l'impôt? »
En réponse à ces questions, l'ARC a publié sur son site Web, en novembre 2013, des renseignements fiscaux de base sur la monnaie numérique. Nous avons fourni au greffier une copie de ce document d'information à titre indicatif. Je vais vous expliquer ce que l'ARC a dit à propos de la monnaie. L'ARC ne considère pas la monnaie numérique comme une monnaie ni ne la traite ainsi. Plutôt, l'ARC considère la monnaie numérique comme une marchandise, c'est-à-dire une chose qui peut être achetée et vendue ou échangée pour autre chose. Comme vous l'avez entendu, il se peut que la monnaie numérique devienne un jour une monnaie, mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, la monnaie numérique est-elle visée par l'impôt? De quelle façon? À quel moment? Il y a deux principaux usages de la monnaie numérique qui entraînent des incidences fiscales. La première catégorie vise les cas où on utilise la monnaie numérique pour acheter des biens et des services. Comme l'ARC ne considère pas la monnaie numérique comme de l'argent, ces transactions sont considérées comme des opérations de troc. Cependant, au lieu d'échanger 2 poulets pour un vélo, vous en changez 2 bitcoins pour un vélo. Vous pouvez aussi offrir à quelqu'un la moitié d'un bitcoin afin qu'il répare vos chaussures. Ce sont toutes des opérations de troc. Les opérations de troc sont-elles assujetties à l'impôt au Canada? Le régime fiscal canadien assujettit à l'impôt le revenu tiré d'une source, habituellement une entreprise, un bien ou un emploi. Ainsi, si vous êtes dans le commerce et la vente de vélos, les 2 bitcoins que vous avez obtenus constituent pour vous du revenu d'entreprise et leur valeur en dollars canadiens doit être incluse dans le calcul de votre revenu d'entreprise pour l'année. Il n'existe aucun formulaire d'impôt spécial pour les opérations de troc. On doit utiliser les formulaires réguliers pour les particuliers et les entreprises. Dans cet exemple de vélo, la TPS pourrait également s'appliquer. Si la taxe de vente s'applique, ce qui serait habituellement le cas pour un détaillant, la valeur des 2 bitcoins en dollars canadiens détermine la TPS à payer à l'achat du vélo. La deuxième grande catégorie de transactions entraînant des incidences fiscales concerne les cas où la monnaie numérique est achetée et vendue comme un produit de base. L'ARC traite l'achat et la vente des bitcoins de la même façon qu'elle traite l'achat et la vente du fer ou du cuivre ou tout autre produit de base. Les règles fiscales habituelles s'appliquent. En termes très généraux, vous devez tout d'abord déterminer si vous êtes dans le commerce de l'achat et la vente de monnaie numérique ou si cela ne constitue pour vous qu'un placement. En jargon fiscal, est-ce une opération au titre du revenu ou du capital? Si cela constitue pour vous un commerce, votre gain correspond à un revenu d'entreprise et est entièrement imposable. Si cela constitue un placement, seulement la moitié du gain est ajoutée à votre revenu et visée par l'impôt. En revanche, une perte d'entreprise est entièrement déductible tandis que seule la moitié de la perte en capital est déductible, et ce, seulement contre des gains en capital. En résumé, une monnaie numérique, notamment un bitcoin, est considérée comme une marchandise aux fins de l'impôt. Vous pouvez l'échanger contre un bien ou un service, mais le vendeur du bien ou le fournisseur du service peut avoir un revenu imposable où de la TPS peut s'appliquer. Vous pouvez également échanger la monnaie numérique elle-même, auquel cas cela entraînera pour vous un revenu ou une perte d'entreprise, ou un gain ou une perte en capital. L'ARC a reçu d'autres questions à propos des monnaies numériques. À propos des monnaies numériques et l'impôt. Par exemple, puis-je faire un don de bitcoins à un organisme de bienfaisance enregistré et obtenir un reçu pour don de bienfaisance? La réponse est oui. Vous pouvez toujours faire un don de bitcoins à un organisme de bienfaisance enregistré. Comme vous pouvez le deviner, le montant inscrit sur le reçu pour don correspondra à la valeur en dollars canadiens des bitcoins faisant l'objet du don. Cela termine mes commentaires préliminaires, lesquels j'espère vous ont donné un aperçu des enjeux que l'ARC a examinés et de ceux qu'elle examine
plus précisément en ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Il me ferait plaisir maintenant de répondre à vos questions. Thank you very much, Ms. Erskine. Merci beaucoup, Mme Erskine, de vos remarques liminaires. J'ai lu votre résumé sur la monnaie numérique ainsi que le document de la IRS. Et je trouve que ces deux documents sont très semblables en ce qui concerne les gains en capital et les opérations, enfin les transactions commerciales de détail. Par contre, le document du Canada ne dit pas ce qui arrive lorsque le Bitcoin est employé comme monnaie ou devise, comme monnaie pour payer un salaire. Or, le document de l'IRS en parle. Donc, si mon salaire m'était payé en Bitcoin, devrais-je présenter un T4? Devrais-je présenter plutôt une déclaration d'impôt? Recevrais-je un T4? Merci de la question, Monsieur le Président. Eh bien, les revenus d'emploi tombent également sous notre division. Et cette question nous a été posée, mais de façon hypothétique. En vertu de la loi canadienne, tout montant reçu en échange d'un travail, donc un tout revenu d'emploi, quelle que soit sa source, doit faire l'objet d'une déclaration de revenus. Bref, c'est une loi très englobante. Donc, à quelques exceptions près, tout ce que l'on reçoit en échange d'un travail fait partie de votre revenu d'emploi et un T4 doit vous être émis. Et ce T4 doit préciser la valeur de votre travail en dollars canadiens. Ça vaut la peine de le souligner. La loi sur l'impôt sur le revenu exige l'enregistrement des transactions en dollars canadiens. Et cela inclut les revenus d'emploi. Mais donc, la question est la suivante. Comment évaluer la valeur d'un Bitcoin? Cette question est revenue encore et encore. Et la réponse est très simple. C'est comme pour n'importe quelle autre chose. Il faut déterminer la valeur de Bitcoin et ensuite la convertir en dollars canadiens. Et d'où vient la valeur de Bitcoin? Eh bien, elle vient d'une entente sociale. Donc, si on échangeait de l'or, si je payais mes employés en or et que l'or valait 200 $ l'once et quelqu'un me donnait une once d'or, je pense que nous serions tous d'accord pour dire que je devrais donc déclarer 200 $ dans ma déclaration de revenus. Eh bien, il en va de même pour le Bitcoin. On traite le Bitcoin comme un produit. Mais n'oublions pas que nous ne mangeons... C'est comme l'or. On ne mange pas de l'or, on ne le respire pas. L'or a une valeur qu'à nos yeux. C'est une décision tout à fait arbitraire. Hein. Eh bien, l'ARC considère que le Bitcoin, c'est un peu comme l'or. La valeur du Bitcoin est établie par contrat social. Et si un contribuable nous disait, mais vous pensez qu'un Bitcoin vaut 400 $, tandis que moi, je trouve que ça ne vaut que 350 $, eh bien là, on lui demanderait d'où il sort ce chiffre de 350 $. Mais oui, c'est tout à fait subjectif. C'est discutible. Alors, sénateur Black, ensuite sénatrice Ringuette. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins. Écoutez, j'ai trouvé que votre exposé était un des plus clairs et compréhensibles. Vous devez être avocate ou enseignante. Oui, je suis avocate. Ah, je vous avais bien reconnu, moi aussi. Voici ma question. Dans mes questions aux témoins,
je pars du principe que la monnaie numérique est une innovation porteuse d'avenir et qu'elle se démocratisera à l'avenir. Pensez-vous donc que le régime actuel de l'Agence du revenu du Canada par rapport à Bitcoin pourrait s'appliquer à l'avenir et englober toutes les autres monnaies numériques, même lorsque celles-ci auront proliféré? Eh bien, d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, effectivement, l'on a de plus en plus recours au Bitcoin, et ce malgré les graves fluctuations de Bitcoin ainsi que le problème du vol de Bitcoin. Mais, écoutez, connaissant la loi sur le revenu, je peux vous dire que le régime qu'a adopté l'Agence du revenu Canada est la bonne, car elle pourra effectivement s'appliquer à une économie numérique de l'avenir. La loi sur le revenu de 1917 ne faisait que quelques pages. Elle fait maintenant 2000 pages. Il y aura peut-être certaines nuances qu'il va falloir revoir et mettre à jour, mais je pense que le régime de base est suffisant et approprié. Et je pense qu'il pourra supporter une généralisation de la monnaie numérique. Je vous remercie beaucoup, sénatrice Ringuette. Je vous remercie. C'est certainement une question qui est vraiment fascinante. Pour faire suite à la question du sénateur Burstein au sujet du revenu qui est nécessaire pour qu'un Bitcoin soit reconnu comme une source de revenus, il faut qu'il y ait un employeur qui transfère ce Bitcoin pour que ça constitue un revenu. Mais il y a aussi tous les autres aspects des responsabilités employeur-employé, notamment la contribution au RPC, à l'assurance emploi, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe en ce qui touche les obligations de l'employeur? De votre point de vue, je sais bien que vous considérez le Bitcoin comme une source de revenus possible sur le marché du travail, mais vous allez vous pencher là-dessus une seule fois par année au moment du dépôt des déclarations d'impôt. Mais les cotisations au RPC ou à l'assurance emploi se font parfois chaque semaine, parfois 2 fois par semaine ou à toutes les 2 semaines plutôt. Alors, comment est-ce que ça va? Comment allez-vous vous y prendre dans ce cas-là? Merci. Le RPC et l'assurance emploi se fondent habituellement sur la valeur du revenu d'emploi perçu. Du point de vue de l'impôt, et la RC administre cette partie-là du RPC, ce n'est pas grand, il n'y a pas grand changement par rapport à ce qui a été fait lorsque l'employeur vous paie en nature plutôt qu'en argent. Donc, vous allez devoir évaluer chaque semaine quelle est la valeur correspondante en dollars canadiens des cotisations au RPC et de l'assurance emploi. C'est possible. J'aimerais faire une analogie. Bon, c'est pas ça colle pas tout à fait parce que la loi de l'impôt sur le revenu a des règles qui s'appliquent lorsqu'un employé obtient des actions, mais on a tous entendu parler des options en matière d'action. Nous connaissons tous des cas où il y a des gens qui obtiennent l'hébergement et la pension
Eh bien, avec un Bitcoin dont la valeur varie de façon incroyable, le problème de l'évaluation est plus difficile. La perception et le versement de ces sommes dans une fiducie, ce qui est le cas du RPC et de l'assurance emploi, eh bien, notre système, la TPS, la taxe de vente sur les produits et les services et l'assurance emploi, eh bien, tout cela crée des nuances sur lesquelles il faut se pencher. Mais pour nous, les bitcoins sont comparables à l'or ou les poulets. Bon, les poulets, l'analogie avec les poulets revient souvent quand il est question de troc. Vous avez posé une très bonne question au sujet de l'évaluation du produit. Vous avez donné l'exemple de l'or. Nous avons tous accès à la valeur quotidienne en dollars canadiens de l'or. Mais à ma connaissance, le public n'a pas accès ou ne sait pas quelle était la valeur des bitcoins hier. Monsieur le Président, vous avez donné l'exemple de la date de la valeur du bitcoin lorsque vous l'achetez et sa valeur aujourd'hui. Il ne s'agit pas de renseignements qui sont publics. Pensez-vous que la Banque du Canada pourrait inscrire sur son site hier, voici quel était le cours du bitcoin au Canada ou au temps de poulet? Eh bien, je pense qu'on peut avoir accès à cette information. On peut obtenir cela sur des sites canadiens, oui. Donc, vous vous reporteriez par conséquent à cette information-là, oui. C'est ce que nous ferions pour revenir à ce que je disais au départ. Dans ce cas-ci, il appartient à l'employeur de montrer qu'il a bien évalué la valeur du Bitcoin, mais je crois que cette information est publique. L'ARC devra évidemment tenir compte de cette situation, la situation des petites entreprises et des employeurs qui doivent établir le cours du Bitcoin. Mais c'est quelque chose que l'ARC fait déjà depuis de nombreuses années avec les innovations techniques. Monsieur le Président, j'aimerais poser une autre question, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Dans votre résumé, vous dites que l'on peut échanger le Bitcoin pour des biens et des services, mais que le vendeur de la marchandise ou le fournisseur de services peut avoir un revenu imposable et dans ce cas-là, la TPS risque de s'appliquer. Moi, si j'étais un commerçant, si j'avais quelque chose à vendre et je regarde ce que vous dites et vous semblez donner l'impression que c'est facultatif. Est-ce que ça ne devrait pas être une obligation qui est faite aux commerçants? C'est une excellente question. Je dois admettre que nous nous attendions à ce qu'elle soit posée. Je vais répondre à la question sur la TPS. Au départ, ce n'est pas de mon domaine de compétence, mais de façon générale, pour que la TPS s'applique, le vendeur, le fournisseur de services doit être inscrit. Bon, mes connaissances ne sont pas à jour là-dessus, mais bon, il y a quelques années, pour être inscrit à la TPS, le seuil de revenu brut devait être de 30 000 $. Eh bien, si vous n'êtes pas inscrit à la TPS, cette exigence ne s'applique pas. Ce qui s'applique tant dans le contexte de la TPS que de celui de l'impôt sur le revenu, c'est l'idée du revenu tiré d'une source, la source de revenu. Donc, si vous avez un commerce
Dans ce cas-là, votre revenu d'entreprise va être imposé. Mais si vous n'avez pas un commerce, dans ce cas-là, il n'y a pas de source de revenus. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas imposable. À titre d'exemple, du cas où il n'y a pas de source de revenus au terme de la loi de l'impôt sur le revenu, eh bien, si vous avez des biens personnels, que ces biens ne servent pas à des fins d'entreprise, mais à des fins personnelles, à titre d'exemple, vous achetez un iPad. Vous achetez ce iPad au coût de 500 $ et quelques mois plus tard, pour une raison ou une autre, vous décidez de vendre votre iPad. Donc, vous inscrivez votre iPad sur eBay ou Kijiji ou l'un de ces sites électroniques. Et contrairement à ce qui se passe pour la plupart des biens personnels, évidemment, nous vendons à perte habituellement. Une voiture va perdre de sa valeur. La plupart des biens personnels voient leur valeur diminuer, mais supposons que votre iPad porte la signature de Steve Jobs. Et dans ce cas-là, il y a bien des gens qui voudraient votre iPad. Et disons que quelqu'un est prêt à vous payer 750 $ pour cet iPad. Au lieu de vous donner ce 750 $, la personne décide de vous payer en vous donnant un Bitcoin. En vertu des règles dont nous venons de parler, vous venez de gagner 250 $. Mais en vertu des règles régissant l'impôt, vous n'avez pas à inclure quoi que ce soit dans votre revenu. Il s'agit d'un bien personnel. On estime que vous l'avez acheté pour 1 000 $, que vous l'avez vendu pour 1 000 $. Et dans ces deux cas, le produit ou 1 000 $, selon la somme qui est la plus élevée. Bon, prenons l'exemple, vous achetez le produit pour 500 $. 1 000 $, c'est plus que 500 $. Alors, on va se servir de 1 000 $ comme du point de référence. Vous vendez votre iPad pour 750 $. Encore une fois, 1 000 $, c'est plus que 750 $. Donc, on va prendre 1 000 $ comme point de référence. On prend 1 000 $, moins 1 000 $. Et comme vous le voyez, votre gain à inclure dans votre revenu est nul. Donc, de façon très générale, dans le cas des biens personnels, la loi de l'impôt sur le revenu dit qu'il n'y a pas de perte. En fait, vous ne vous retrouvez presque jamais dans une situation où vous pouvez réclamer une perte relative à un bien personnel. Mais la loi de l'impôt sur le revenu part de l'hypothèse que votre gain va être moins de 1 000 $, donc ça n'a pas de conséquences fiscales non plus. La raison pour laquelle nous utilisons peu, c'est que chaque personne doit décider si elle a une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, dans ce cas-là, vous n'avez pas de revenu imposable. Merci de ces réponses. La sénatrice Bellemare, suivie du sénateur Massicotte. Merci d'être ici. C'est un petit peu dans la même veine des points soulevés par notre président sur l'utilisation du Bitcoin pour les paiements de salaire. Bon, on sait que pour des raisons de revenus, vous considérez ça comme une commodité. Mais en même temps, le Bitcoin, c'est aussi un élément pour conserver la valeur. C'est un bien de capital, d'une certaine manière. Alors, c'est un petit peu en lien aussi avec ce que la sénatrice Ringuette vous posait comme question. Je pense, supposons qu'un individu est payé, son salaire est payé en Bitcoin. Bon. Là, pour les fins de l'impôt, on devra faire la conversion au moment où il a été payé, j'imagine, pas à la fin de l'année, mais au moment où il a été payé, on devra utiliser la valeur du Bitcoin à cette date-là dans le lieu le plus proche où il a travaillé, parce que ça peut avoir plusieurs types de valeurs. Alors, si je comprends bien, c'est ça que je veux faire valider, c'est qu'à la fin de l'année, si le Bitcoin a pris beaucoup de valeur et que l'individu le revend, est-ce qu'il va être taxé sur la plus-value? Ou encore,
si l'individu, à la fin de l'année, l'échange, mais pour une valeur moindre, parce que ça aurait baissé, est-ce qu'il pourra le déduire comme une perte sur ses revenus d'emploi? Est-ce qu'il y a un élément là, de capital là, qui va aussi être impliqué pour les fins de l'impôt? Ou si pour les fins de l'impôt, on considère seulement la valeur au moment où il a reçu son salaire? Merci, c'est une excellente question. Quand l'employé reçoit son Bitcoin, et oui, la valeur doit être déterminée à l'heure, à la journée qu'il a été payé. Il reçoit quelque chose que probablement pour lui, c'est un bien en capital. Probablement. Donc, quelle est la valeur pour l'employé? Probablement, c'est le montant qui est mis dans son revenu pour l'année. Donc, disons qu'il reçoit son Bitcoin avec une valeur de, je suppose, on va prendre quelque chose de très simple, 1000 piastres. Et ça, c'est, disons, en avril. Maintenant, lui, il a un bien. Il l'a acquis en avril. En décembre, il voit que ça vaut maintenant, disons, 12 000 $ canadiens. Il décide de le vendre. Et je crois que vous demandez, est-ce qu'il a un gain en capital de 200 $? Oui, probablement oui. Nos questions au fin de l'impôt sur le revenu seraient quel est le coût? Et je crois que ça serait 1000 $. Et pour combien est-ce qu'il a vendu? 12 000 $. Et oui, pour lui, c'est vraiment à ce point-là un investissement. Mon collègue ici, M. Cook, des questions qu'on lui pose souvent sont des questions comme ça. Si je reçois un bien dans le cadre dans ce cas d'emploi, dans le cadre d'une transaction, et puis je le revends, qu'est-ce que c'est? La seule nuance que je mettrais là-dessus, ça nous revient de temps en temps, c'est que quand nous parlons d'un bien personnel, nous parlons des biens qu'on peut, en anglais, on dirait enjoy. Oui, C'est à plaisir. Oui, comme une utilité. Et donc, c'est là où les bitcoins, par exemple, sont un peu différents parce qu'ils ont les caractéristiques un peu de l'argent. Et nous n'y sommes pas encore. Pour nous, à ce point-là, c'est probable que dans le cas que vous avez donné, c'est un gain en capital de 200 $. Mais il faut dire que l'ARC n'a pas encore abordé cette question en particulier. Alors, donc, si vous me dites que peut-être ça serait un gain, ça veut aussi dire que ça pourrait être une perte sur l'impôt, sur le revenu, à ce moment-là, l'individu. Ou encore, on pourrait peut-être traiter ça comme si on échangeait le Bitcoin, comme si on pourrait comparer cet échange-là à quelqu'un qui utilise son salaire, 1000 $ canadiens qu'il reçoit, puis en fin d'année, qu'il le change en dollars américains, puis qui fait un gain par rapport à la transaction, un gain par rapport au moment où il reçoit son 1000 $. La valeur en dollars américains du salaire au moment de la transaction versus la valeur en dollars américains au moment où il l'échange, il peut y avoir un gain ou une perte là, que l'individu fait dans le temps. On pourrait aussi comparer ça à ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas... Je pense que c'est pas taxable. Je ne sais pas, à moins que je me trompe. Il n'y a pas de gains et de pertes qui doivent être enregistrés. Si on compare cela à de la monnaie internationale.
Mais si on le compare à un bien en capital, bien là, il y a gain ou perte. Donc, la définition du Bitcoin, si on définit le Bitcoin comme juste un moyen d'échange, ou si c'est une commodité, donc qui peut retenir la valeur, bien là, on peut avoir différentes règles. Merci. Si vous avez des commentaires, ce serait bienvenu. Merci. J'ai 2 commentaires à propos de ce que vous avez dit. Première chose qu'il faut noter, c'est que, comme j'ai dit auparavant, quand vous vendez un bien personnel, vous n'avez pas le droit, quand vous avez des pertes, de déduire ces pertes contre votre revenu général. Donc, comme vous avez pensé, votre revenu d'emploi, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, disons que vous avez reçu un Bitcoin avec une valeur de 1000 $, maintenant, ça vaut seulement 500 $. Vous avez une perte de 500 $, mais si c'est une perte en capital, comme nous l'avons supposé à ce point-là, vous ne pouvez pas déduire ce perte en capital contre vos revenus d'emploi. Et c'est ça, je pense, que vous avez essayé de parler, de mentionner. Donc, clairement, il y a une différence. Mais pour nous, en tant que revenus, quand vous recevez ces bitcoins, tout ce qui nous concerne à l'ARC, c'est que vous avez reçu 1000 $. Donc, pour nous, à ce point-là, vous avez 1000 $ en main. Ce que vous faites avec votre Bitcoin plus tard, c'est à vous à décider. Il y a des nuances. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, quand un employé reçoit des actions, par exemple, d'une compagnie, il y a des règles qui s'appliquent. Donc, pour ça, on a vu dans le passé des questions avec, par exemple, Nortel et autres compagnies ici, au Canada, même en Ottawa, où il y a eu des questions où des gens ont reçu des actions ou des options au lieu de salaire, et puis ils ont vu que leurs actions ont devenu plus tard, ils ne valaient rien. Et il y a eu des grands problèmes avec ça. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense à ce point-là, nous verrons probablement le Bitcoin, cette transaction, comme une transaction en capital après que l'employé a reçu le Bitcoin, qui veut dire que non, vous ne pouvez pas déduire le montant contre votre revenu d'emploi. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez mentionné la possibilité de prendre votre Bitcoin plus tard et l'échanger contre des dollars américains. Encore, il faut que je souligne. Non, c'était pas ça. OK. C'était pas ça. Non. Je me disais tout simplement si on considère le Bitcoin comme pouvant... on parle même pas de Bitcoin. Quand un individu prend son salaire canadien puis qu'il fait des transactions, il peut jouer avec les transactions en monnaie étrangère, puis il peut faire un gain ou une perte, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer ça là, auprès de... Encore la nuance, si je peux, Monsieur le Président. Please. Encore la nuance, c'est toujours une question pour nous. Est-ce que c'est question de gain ou perte personnelle ou non? Probablement, quand on parle, par exemple, d'argent, c'est une situation différente d'une commodité. C'est là où il y a le problème. Okay. Et peut-être dans le futur, il y aurait des questions différentes. Si je peux, j'aimerais demander à mon collègue, Mike, when someone exchanges currency. Mike, lorsqu'une personne échange une monnaie contre une devise, et est-ce qu'ils peuvent avoir un gain? Oui, ils peuvent certainement réaliser un gain. Jamais un perte ou un gain.
Oui, ça dépend. Est-ce qu'il y a une source de revenus Oui. qui est imposable? Et même si ce n'est pas une entreprise, comme j'ai dit, il y a d'une façon très simple, il y a ce montant de 1 000 $ qui fait une différence. Si c'est un bien personnel, il faut toujours regarder les règles sur les biens personnels. Thank you very much, Senator Belmont. Merci beaucoup. Sénateur Massicotte. Félicitations comme Senator Black. L'explication en date est tellement claire qu'on est tout mélangé. Wow. Félicitations. Je pense que... Mais effectivement, pour résumer un peu la réponse qu'on cherchait, dans la loi fiscale, tu as des biens personnels et tu as des biens de capital. Dans les deux cas, je crois, on est imposable de toute augmentation de valeur, évidemment taxé différemment. Et dans les deux cas, les pertes sont déductibles seulement comme un gain du même sort. En d'autres mots, un gain personnel, une perte personnelle est seulement déductible comme un gain personnel, de propriété personnelle, et une perte en taxe capitale est généralement seulement déductible contre un gain en capital. C'est-tu un bon résumé? C'est presque là, mais pas complètement, si je peux. Le problème, c'est que des gains personnels sont quand même des gains en capital. Quand nous parlons de la loi sur l'impôt sur le revenu, nous parlons de deux types de revenus. Revenus qui sont des revenus en capital et revenus d'entreprise. Quand vous avez un gain personnel, d'habitude, c'est un gain en capital. Donc, il y a vraiment, si je peux, vous avez, dans ce cas-là, un bien. Première question, avant de parler de questions de capital ou pas capital, première question est toujours, est-ce que c'est un bien personnel ou est-ce que c'est un bien qui est utilisé dans votre entreprise? Donc, on commence toujours à ce niveau-là. Si ça a affaire avec votre entreprise... Disons que non. Selon le PDS, c'est personnel seulement. OK. À ce moment, c'est personnel. Les gains qu'on a avec quelque chose qui est personnel est presque toujours un gain en capital. Ah, je ne savais pas ça parce que je pensais qu'on peut avoir des biens. Par exemple, j'achète une voiture, une vieille voiture. Elle augmente en valeur. Je n'ai pas d'intérêt de profit d'entreprise. Mais je le vends après une semaine parce qu'elle vaut plus. Je pensais que c'était un gain personnel, mais pas de capital, imposé à 100% et non à 50%. Non, c'est un gain en capital. À 50%. Oui. C'est ça la différence. Et si seulement, et comme j'ai dit avant, mais seulement si il y a cette question du 1 000 $. Mais c'est le 1 000 $, c'est une devise, effectivement, le Bitcoin, comme une devise américaine, comme une devise, comme l'or, comme des poulets ou quoi que ce soit. Effectivement, si on le détient pour un an ou deux, puis augmente en valeur, néanmoins, si on n'est pas une entreprise avec une organisation de profit, il est quand même imposable. Sauf vous dites que c'est imposé comme gain capital et non gain de revenus imposé à 100%. Mike, did you want to comment on that? Could you clarify that again? Just say yes. it'd be so much simpler. But we're trying to differentiate. In other words, let's say you got bitcoins. Disons qu'on a des bitcoins ou des poulets et qu'on les conserve pendant 1 an. Et vous n'êtes pas une entreprise. Hein? Vous ne faites pas de la vente et de l'achat tous les jours. C'est à titre personnel. Et par exemple, notre président qui vient de réaliser 20 $ de gain sur son Bitcoin, et disons qu'il vend, à ce moment-là, c'est un gain. Il me semble donc que ça devrait être imposable. Maintenant, si vous gagnez votre vie de ces échanges de devises, ça devient un revenu. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas. C'est un gain qui devient imposable à 50% seulement, n'est-ce pas? Bon, écoutez, en fait, vous faites la différence
entre, par exemple, un immeuble à revenu ou un immeuble d'investissement. Alors, vous détenez ces Bitcoins à des fins d'investissement plutôt que de... Oui, disons qu'on achète un Bitcoin et puis qu'on l'oublie. On ne l'avait pas acheté en vue de gagner ou de perdre. C'est imposable à ce moment-là, non? Oui. Oui, oui. Maintenant, le président affirme que donc le régime canadien est très semblable au régime américain, sauf une petite différence au niveau des revenus d'emploi. Mais moi, j'avais compris autre chose. Les Américains, je pense, ont décidé de considérer Bitcoin comme étant une propriété, tandis que vous le considérez comme étant une monnaie ou une devise. N'est-ce pas le cas? Non, non, non. Non, justement, nous ne le traitons pas comme une devise. Non, mais vous le traitez comme un produit de base. Oui. Oui, mais dans ce contexte, on parle de produit de base et de propriété, et ces deux termes veulent dire la même chose. Il s'agit d'un objet et non pas d'une devise. Donc, il s'agit d'un bien. Le Bitcoin est considéré comme un bien et non pas une monnaie ou de l'argent. Bon, eh bien, à ce moment-là, le détenteur de ce Bitcoin doit penser que, bon, il s'expose à toutes sortes de calculs. Il doit calculer la valeur du Bitcoin à l'achat, ensuite à la vente, ensuite il doit calculer la TPS. Ça fait beaucoup de calculs et c'est bien cela ce que veut l'ARC. Bon, écoutez, je ne peux pas parler donc de l'aspect de l'intention du détenteur du Bitcoin. Avait-il l'intention donc d'acheter à des fins de vente? Mais écoutez, je peux dire qu'en principe, tout bien détenu à des fins d'investissement ou tout bien que l'on acquiert sans avoir eu l'intention de générer des profits ou des revenus, donc des biens d'investissement et non pas des biens à revenus. Eh bien, lorsqu'on a des biens d'investissement, il suffit de savoir combien on l'a payé et combien on l'a vendu. Il va peut-être falloir calculer combien ça vaut à l'achat ou à la vente. Et ici, donc, c'est un bien d'investissement. Il faut obtenir ces chiffres et ensuite payer l'impôt sur le revenu sur cette différence. Bon, alors, écoutez, en fait, la nature de cette monnaie est que justement, elle est confidentielle. C'est cela la popularité de Bitcoin. Des gens utilisent Bitcoin justement pour éviter de payer des impôts dessus. De façon que c'est une monnaie que l'on peut facilement cacher du fisc. Comment donc faites-vous appliquer la loi dans ces conditions-là? Alors, on aborde maintenant la question de la conformité, du respect de la loi. On s'éloigne du côté théorique. Mes collègues du secteur de la conformité, effectivement, voudraient bien savoir si Bitcoin peut être repéré, suivi, contrôlé. Est-ce que Bitcoin peut être employé à des fins de blanchiment d'argent ou d'évasion fiscale?
Mais rassurez-vous, le Bitcoin n'est pas aussi invisible que l'on voudrait le croire. Les transactions en espèces sont probablement les plus difficiles à contrôler. C'est vrai, car nous n'avons pas réellement de moyens de savoir qu'une transaction en espèces a eu lieu. Alors, lorsque vous nous dites que la monnaie numérique est invisible, c'est vrai dans une certaine mesure, mais pas complètement vrai. Du côté vérification, et je sais que certains de nos clients nous ont déjà dit d'être surpris de savoir qu'ils doivent suivre leurs transactions en Bitcoin. Et c'est vrai que la plupart des contribuables sont effectivement désireux de respecter la loi et sont disposés à payer l'impôt sur leurs revenus tirés de Bitcoin. Par contre, effectivement, il y en a d'autres qui utilisent Bitcoin justement pour éviter d'être repérés, pour éviter de payer de l'impôt. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est difficile de déceler les revenus Bitcoin. Difficile, mais non pas impossible. Sénateur Tkachuk. Alors, pour revenir sur ce dont parlait le sénateur Massacott, un Bitcoin peut être traité comme une antiquité. C'est quelque chose que l'on achète, dont on se sert quelques temps, et ensuite on peut le vendre à profit. Mais il n'y a pas de gain imposable. Par contre, si j'ai un chalet que je vends, eh bien là, il y a un gain en capital. Par contre, si j'achète des bitcoins, si j'achète ou j'obtiens des bitcoins en échange d'un service, je dois attribuer une valeur à ces bitcoins et le déclarer. Par contre, si je vends une antiquité et j'achète un bitcoin, et si je vends une antiquité en échange d'un bitcoin et que ce bitcoin augmente de valeur et qu'ensuite j'achète un bateau à l'aide de ce bitcoin, il n'y a pas de répercussion fiscale, n'est-ce pas? C'est comme si j'avais échangé mon antiquité contre un bateau. Parce que vous dites que le bitcoin est un objet, vous le traitez comme un objet ou un bien. Donc, n'ai-je pas tort? C'était une question? Oui, je crois que oui. Non, mais je pense à vous, Monsieur le Président, où vous avez acheté un Bitcoin qui a augmenté de valeur et maintenant, avec ce Bitcoin, vous achetez 3 paquets de tabac. Eh bien, le gain disparaît, n'est-ce pas? Bon, alors, écoutons la réponse. Lorsque l'on achète et que l'on revend une propriété, un bien personnel, il y a bel et bien un gain en capital. Donc, dans votre cas, vous vous trompez. Vous avez une antiquité. Bon, en général, si vous avez une antiquité que vous vendez, oui, vous avez un gain en capital qui est imposable. Par contre, le Revenu Canada ne veut pas donc ne veut pas faire ce que l'on appelle imposer les ventes de garage, d'où un seuil minimum de 1 000 $. Donc, si vous vendez votre antiquité à un profit de plus de 1 000 $, eh bien, la différence entre le montant pour lequel vous avez vendu l'antiquité et le 1 000 $ devient imposable. Donc, si vous avez vendu pour 1 500 $, eh bien, 500 $ sont imposés.
la loi n'admet pas de perte pour les biens personnels. Oui, mais elle admet des gains. Oui, bien sûr. Mais cela contredit votre théorie des biens et des pertes en capital. Une perte en capital est admissible à des fins de rendement de la bourse. Oui, c'est-à-dire que vous avez des pertes en capital et vous pouvez les appliquer et les faire contrepoids à vos profits en capital, vos gains en capital. Bon, alors voilà pour le premier tour de questions. Nous amorçons le deuxième tour. Sénatrice Ringuette, vous avez la parole. Bon, compte tenu des réponses que vous avez données aux questions qui ont été posées, je vois que vous avez beaucoup réfléchi à toute cette question des bitcoins et aux répercussions pour votre organisme. La question que j'aimerais maintenant vous poser est celle-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que l'Agence du revenu du Canada change la façon dont elle traite le Bitcoin, au lieu de le considérer donc comme un produit qu'elle le considère, ou une marchandise qu'elle le considère comme une devise? Je vous remercie de votre question, sénatrice. Nous étudions toujours le Bitcoin pour en établir la véritable nature, tout comme nos collègues gouvernementaux. Il s'agit d'une étude que nous devrions confier à nos collègues de la Banque du Canada et du ministère des Finances. Nous sommes des spécialistes de la loi de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les produits et les services. Et je pense que la meilleure réponse que je pourrais vous donner, c'est que lorsque nos collègues qui ont les connaissances et le savoir nécessaires pour résoudre la question, nous dirons oui, il s'agit maintenant d'une devise. C'est à ce moment-là que nous changerons notre perception du Bitcoin. J'ai eu le plaisir de lire les délibérations du comité sur le Bitcoin et comme je le disais au départ, il semblerait que le consensus n'ait pas encore été atteint. Je n'ai pas l'impression pour l'instant que l'ARC sera le ministère qui prendra la décision de dire que nous sommes à cette étape-là du processus. Donc, vous en remettrez à une décision qui sera fondée sur les faits et qui sera prise par la Banque du Canada et le ministère des Finances de manière à changer votre perception du Bitcoin. Alors, vous nous dites également que la Banque du Canada ainsi que le ministère des Finances considèrent aussi le Bitcoin comme une marchandise. Bon, je ne peux que me reporter à vos délibérations et aux discussions que nous avons eues avec nos collègues. Et comme je le disais, c'est une impression de ma part et j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de consensus pour dire qu'il s'agisse d'une devise. Je vous remercie. Sénateur Scott. Moi, j'essaie de comprendre la pertinence de cette question. Qu'il s'agisse d'une devise ou qu'il s'agisse de poulet, c'est la même chose. Bon, c'est le même traitement accordé à un gain en capital. Quelle est la pertinence de cette question sur le plan fiscal? C'est une très bonne question. Je vous en remercie. Eh bien, du point de vue fiscal, cette question n'est pas vraiment pertinente pour cette raison même. Cela étant dit, bon, ça soulève une question d'évaluation, donc du point de vue de la loi de l'impôt sur le revenu, ça n'a peut-être pas une grande incidence. Du point de vue de la valeur à accorder, ça a peut-être une pertinence.
Oui, mais ce que j'ajouterais, c'est que la loi de l'impôt sur le revenu comporte des règles quant aux gains et en perte en capital. Si nous finissons par considérer qu'il s'agit d'une devise comme une devise à cours forcé, il y aura d'autres règles qui s'appliqueront. Et du point de vue de la taxe sur les produits et les services, et c'est une toute autre loi qui s'applique dans ce cas-là. Ce n'est pas la loi de l'impôt sur le revenu. Eh bien, les instances voulues se demandent maintenant si une devise numérique est une marchandise aux fins de la TPS et ça, donc l'application de la taxe variera. Bon. Lorsque vous échangez du comptant pour du comptant, ça a d'autres conséquences pour ce qui est de la TPS. Moi, je voudrais vous donner l'occasion de préciser ou de corriger ce que vous avez dit. Parlons de l'évaluation. Vous avez dit que la valeur du Bitcoin, c'est la valeur sur laquelle se mettent d'accord l'employeur et l'employé. Je suppose que vous voulez dire qu'il y a une mise en garde à faire. Il faut que la valeur soit raisonnable, sinon les deux parties pourraient s'entendre sur une valeur trop élevée pour contourner la loi de l'impôt sur le revenu. Je pense que ça revient donc à cela. Oui, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, sénateur Massicat. Sénatrice Bellemare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout ce traitement qu'on fait du Bitcoin et par rapport aux gens qui nous écoutent, si je comprends bien, là, la manière actuellement dont le Bitcoin est considéré comme étant une commodité, un individu qui fait des transactions en Bitcoin, qui reçoit des Bitcoins, et là, qui va les échanger plus tard, qui considère que c'est un objet de valeur et puis qui va le revendre. S'il revend à plus cher, s'il fait un gain, en bas de 1 000 $, il n'est pas obligé de le déclarer dans son rapport d'impôt. C'est ça? Par contre, si ce sont des entreprises qui font des transactions, là, c'est tout à fait autre. Et si je pousse ma logique plus loin, si le Bitcoin devient utilisé encore de plus en plus par les individus, bien, ils devront faire attention là, aux gains qu'ils font par rapport au Bitcoin quand ils les échangent plus tard. Ils devront les déclarer. Et donc, ça implique que vous, l'Agence du revenu, vous allez être obligé de faire une surveillance plus approfondie des Bitcoins, de cet objet de papier. Est-ce que c'est bien cela? Le seul nuance dans ce cas que j'y mettrais, c'est que vous avez parlé de quelqu'un qui consacre peut-être beaucoup de temps à regarder qu'est-ce qui se passe avec les bitcoins. Vous avez dit quelqu'un qui l'achète pour des fins personnelles, qui n'a pas une entreprise. Le problème, c'est qu'il y a une définition dans la loi sur l'impôt, sur le revenu, d'entreprise, qui est très, très large. OK. One of the things that I thought might come up. L'une des choses que je pensais présenter de l'intérêt, c'est que la définition de l'entreprise est très large. Ça comprend une activité, un commerce, quel qu'il soit. Par conséquent, donc on n'a pas besoin d'être inscrit, non. Et c'est quelque chose qui peut semer la confusion. Dans ma déclaration préliminaire, j'ai dit qu'il fallait établir si vous avez un Bitcoin simplement à des fins d'investissement ou s'il y a autre chose qui va faire en sorte que ça va devenir un élément commercial. C'est là où ça se complique. Le concept d'entreprise est très large aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu. L'Agence du revenu du Canada
se reporte à des lignes directrices quant à la définition d'entreprise. Ça figure dans la fiche d'information qui a été remise à la greffière relativement à notre position sur le Bitcoin. Quand passons de la situation où la personne veut conserver le Bitcoin comme à des fins d'investissement et à la situation où la personne consacre le temps, les ressources, l'énergie voulue pour faire le commerce des bitcoins. Parce que dans ce cas-là, ça ne sera plus un gain en capital, mais quelque chose qui sera inclus dans le revenu. Ça sera considéré comme une entreprise. Inaudible pour l'interprète. Bon, on va revenir à l'antiquité de mon collègue. Le 1000 $ dont vous parlez, c'est une déduction unique, pas par transaction. Non, c'est une déduction par transaction. Il a 10 tables. Il les a vendues toutes. Est-ce qu'il ne sera pas imposé sur ces 10 tables? Eh bien, je suis disposée à vous donner une précision là-dessus. Lorsque j'ai dit que c'était par transaction, bien, vous avez tout à fait raison. Si le sénateur a 10 tables de salon, du point de vue des gains en capitaux, nous allons prendre en compte chaque table. Évidemment, ça se complique un peu lorsqu'il s'agit de quelque chose comme des bitcoins, parce que va-t-on, dans ce cas-là, en fait, est-ce que la limite de 1000 $ va s'appliquer dans ce cas-là? Mais nous nous penchons là-dessus lorsque les gens achètent et vendent des devises à des fins personnelles. Moi, je peux bien dire que 25 sous, c'est c'est 25 sous, c'est un quart de dollar, mais vous parlez ici de quelque chose de collectif, la façon dont l'argent est perçu. Et c'est là où la ligne de démarcation entre une marchandise et une devise pose des difficultés. Je vous remercie, Madame. Vous, Madame, vous avez anticipé un grand nombre de bonnes questions qui vous ont été posées. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez vous poser à vous-même? Et bon, nous, évidemment, nous connaissons la réponse à cette question. Non, je suis sérieux. Est-ce que vous voudriez soulever d'autres points sur lesquels nous ne nous sommes pas attardés? Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, l'une des questions qui nous pose un défi à l'heure actuelle et à laquelle nous n'avons pas réponse, et nous aimerions obtenir votre avis là-dessus ou peut-être poursuivre la discussion là-dessus à un moment donné, c'est la question du minage des bitcoins. Il y a des gens qui essaient d'extraire, d'exploiter les bitcoins. Est-ce que ça veut dire que c'est comme faire l'exploitation minière des gisements d'or? Eh bien, de façon générale, nous avons dit que nous considérons qu'il s'agit d'un inventaire. Si vous faites l'exploitation minière des bitcoins, eh bien, si vous faites cela pour produire des revenus, on va dire que vous avez un inventaire et bon, nous sommes toujours à l'étape où les gens reçoivent des bitcoins et voilà la question que je me pose toujours et nous espérons qu'on pourra résoudre le problème. Il nous faut répondre à la question parce que l'une des raisons pour laquelle l'ARC a dû se décider plus tôt que plus tard et plus tôt que nos collègues, c'est que les médias ont posé la question à savoir ce que nous pensions de tout cela. Il y a des contribuables qui nous ont demandé quelle était notre position parce qu'ils devaient présenter leur déclaration d'impôt. Bon, si quelqu'un dit j'ai exploité mon bitcoin, j'ai 1000 $, bon,
Nous sommes du point de vue maintenant que la personne a un inventaire jusqu'à ce que la personne fasse quelque chose avec cet inventaire. Cela n'entraîne pas de conséquences fiscales immédiates. Mais je pense que l'évolution future sera fonction de la façon dont les bitcoins sont créés. Sénatrice Bellemare. On sait que les bitcoins, bon, il y a des mineurs, là, il y a des gens qui sont rémunérés en bitcoin, le fait de les décrypter. Il y a des coûts associés à ça aussi, les coûts en énergie, les coûts en... Et à ce moment-là, j'imagine que quelqu'un qui est dans cette entreprise doit faire un rapport avec les revenus et les coûts. Et c'est sur la différence qui vont être imposés. Est-ce que c'est correct? Absolument correct. D'accord. Et ça, c'est une problématique avec laquelle vous avez actuellement, qui est devant vous. J'imagine qu'au Canada, il y a peut-être des mineurs. Ma question est un peu théorique, là, mais est-ce que, quand on regarde, on sait que plus on fait de Bitcoin, plus ça coûte cher. Le calcul mathématique des ordinateurs, puis tout ça est compliqué. Ça coûte de plus en plus cher en énergie. Est-ce qu'on a observé que la différence entre les revenus et les coûts était relativement stable par Bitcoin? Nous n'avons pas encore vu assez de dossiers, malheureusement, pour être capable de répondre à cette question. Okay. Nous ne sommes pas à cette étape. Je sais que c'est théorique, mais merci. Ms. Erskine and Mr. Cook. Madame Erskine et Monsieur Cook, les membres du comité des banques savent vraiment comment poser des questions et je peux vous assurer que chacun des membres du comité savent bien lorsqu'ils obtiennent une réponse qui n'est pas précise. Je peux vous assurer que ce n'a pas été le cas aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir comparu devant le comité. Vos réponses ont été très claires, très compréhensibles. Nous vous en sommes reconnaissants. Cette séance aura été très utile pour nous. Comme vous savez, nous allons poursuivre pendant au moins une année cette étude. Je suis certain qu'il y aura des changements dans le cours de cette année au sujet de notre compréhension des bitcoins et nous voudrons vous revoir à un moment donné. Merci beaucoup. La séance est maintenant levée.